Donc, bonjour à toutes et tous, ceux que je n'ai pas encore eu le temps de saluer. Je suis très heureux, Christophe, de cette nouvelle invitation au rendez-vous de l'ergonomie. Je crois ne pas avoir manqué une seule édition en année impaire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. 2019, 2017, 2015, enfin on peut remonter. Donc, plus sérieusement, je suis surtout très heureux d'endosser ce rôle d'animateur, alors que je cherche à rendre le plus transparent et invisible même pour vous et pour les trois intervenants, notamment parce que cette préparation m'a permis d'échanger avec les trois communicants. Donc, dans l'ordre du programme, Benoît Dahéron, ensuite Valérie Le Gall et Noëlla Deborde. Donc on va écouter tour à tour, respectant le programme qui vous a été proposé. Alors les trois communications, il me semble, résonnent et vont résonner fortement avec ce qui s'est dit ce matin. Donc bravo Christophe pour la programmation, mais moi a priori j'en suis garant. Et notamment peut-être autour de former et se former, le S entre parenthèses que soulignait Christophe à l'ouverture et qu'a traité de nouveau Catherine Delgoulet ensuite. Et ici il va se discuter la question de se former, et en l'occurrence se former à l'ergonomie, mais pas que. Cela dit, ça constitue un point commun et fort de leurs propos, de leur parcours personnel, professionnel avant tout, personnel un peu sans doute. Donc là, je crois qu'à la fois Valérie Le Gall, Noëlla Deborde et Benoît Dahéron traiteront de ce point particulier. Ou aussi, on l'écoutera davantage avec Benoît, la question le questionnement critique qu'il va vous proposer de lui-même, de ce qu'il a été, c'est-à-dire il est formateur, puis peut-être formateur non ergonome, quand il l'a compris après, puis après ergonome, et est-il encore formateur? Est-ce qu'il est ergonome? Il y a beaucoup de ces questions-là qui sont en suspens. Et puis moi j'ai l'impression qu'en forme d'actualisation, aujourd'hui, il y a une proposition de réconciliation du professionnel qu'il est. Également, on va entendre beaucoup de choses autour de former. De former qui, de former comment, de former pourquoi. Ça va être évidemment très, très présent dans les propos. On entendra une présentation de Noëlla autour de former en interne des opérateurs, dans l'idée qu'ils maîtrisent, qu'ils aient des connaissances nouvelles sur les questions du travail, des situations de travail, peut-être des liens santé-travail, des questions des performances. Et Noëlla va nous faire une proposition autour d'acteurs ergonomiques. Et on verra qu'il y a aussi un petit peu de parcours personnel convoqué ici. On aura aussi quelque chose qui a été discuté ce matin, c'est en quoi la formation constitue un levier de transformation du travail. Autour de développement de compétences qui vont être proposés. Donc là, c'est Benoît qui reviendra ici, et avec aussi une mise en tension entre ce qui constitue une réflexion de la place du travail dans la formation versus peut-être les images que nous a proposées Catherine Delgoulet ce matin entre le marteau et le clou, le gavage et les autres outils à former. Les moules par exemple. Et on verra que Benoît nous proposera une idée autour de la place du travail, la nouvelle place du travail qu'il peut donner dans la formation. Enfin, on aura sans doute une mise en tension, là, comme il y en a eu tout à l'heure dans les échanges, que Valérie Le Gall va nous proposer, autour peut-être de la légitimité de l'ergonomie à s'emparer des questions de formation. Ça a été soulevé, mais je crois que ça sera très directement traité. À dire des choses sur les savoirs professionnels, à dire des choses, des compétences, des savoir-faire, comme tu le dis dans ton titre, et notamment comment les faire ressortir, comment les discuter lorsque un nouveau projet qui est mis en place vient mettre à mal peut-être des enjeux de transmission professionnelle, comme tu as pu nous le dire, Jeanne, ce matin, des savoirs professionnels qui sont établis dans le temps, entre opérateurs, très souvent collectivement, c'est ce que tu vas nous montrer, et autour de situations riches
et variés que ce projet met en danger. Bref, c'est une session riche, je crois, passionnante au regard des questions essentielles que nos 3 communicants vont traiter. 3 jeunes ergonomes, mais des professionnels aguerris qui n'hésitent pas à mobiliser les professionnels qu'ils sont dans cette réflexion. Et je suis très heureux de les écouter avec vous de ces propos. Merci à vous. Donc Benoît, je te laisse ouvrir le bal. Donc bonjour. Moi, je vais vous parler, en fin de compte, mon témoignage, c'est plutôt une réflexion en construction, c'est-à-dire comment concilier formation et ergonomie et comment, via une introspection personnelle et professionnelle, j'en suis arrivé à définir une question par rapport à une posture, par rapport à l'ergonomie et par rapport à la formation. Donc, pour cela, mon parcours de formation, donc 98-2000, formation de formateur, donc avec un champ d'intervention dans la réinsertion sociale et professionnelle, et donc en travaillant en CHRS, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc avec une population plutôt masculine, plus de 18 ans. Et donc, spécificité dans cette organisation, on avait un atelier de réentraînement au travail et à l'effort en menuiserie. Donc, début de mon parcours, formation continue, 2015-2017, j'en arrive à la formation, le master ergonomie. Et donc, une réflexion lors du master 2, c'était comment la formation pouvait exister en prenant appui sur les concepts de l'ergonomie. On a eu un enseignement sur cette question, mais moi j'avais des questions par rapport notamment au travail réel. Que faire du travail réel? Comment on peut l'intégrer en fin de compte dans un programme comme ceci? Comment vendre une ingénierie de formation alors que l'ergonomie ne devrait pas présupposer la réponse quand on intervient? Et comment passer de la formation solution, quand on voit des appels à projets dans formation, c'est souvent une formation, on a un problème, identifier l'entreprise, quelle formation vous pouvez proposer, quel est votre cahier, qu'est-ce que vous proposez, à la formation créée sur le travail réel. Donc là, c'était mes questions que je retournais sans arrêt par rapport au Master 2, me faisant donc poser la question, c'est est-ce que la formation peut réellement être une solution? Et donc, par rapport à ça, ces questions, d'où elles arrivent? Elles arrivent en fin de compte... Elles vont arriver. Donc, elles arrivent il y a très longtemps. C'est-à-dire que lors de ma formation de formateur en cours d'emploi, 98-2000, je me suis retrouvé par rapport à une problématique, c'est-à-dire que je créais des programmes de formation qui coïncidaient mal. En fin de compte, je créais des programmes et quand je voulais les mettre en place après auprès d'un groupe, il y a des choses que je ne sentais pas, que ça ne coïncidait pas par rapport à la problématique. Une hypothèse qui était faite, c'est que je ne travaillais pas spécifiquement dans un centre de formation, mais plutôt dans un centre d'hébergement avec un atelier où il y avait des salles où on pouvait former, mais ce n'était pas le cœur du métier a priori, même si on avait un agrément centre de formation. Et on en est arrivé à un moment à cette question des formations de situation de travail formative. Ce qui voulait dire dans notre jargon, c'est comment l'atelier, l'espace de travail, pourrait être un lieu d'apprentissage. Comment la réalité de la production, je ne travaille pas de travail prescrit, de travail réel, à ce moment-là, on n'était pas du tout sur ces notions que je ne connaissais pas, mais plutôt comment la réalité de la production pourrait être un support pédagogique lors de la formation. Je parle bien de support pédagogique parce que c'était mon jargon de formateur. On se posait la question aussi de la compréhension des usagers, comment mettre en place des programmes de formation par rapport à des usagers en difficulté, mais qui étaient également des travailleurs dans un atelier. Comment pouvait aussi se faire la question de la transmission du savoir-faire notamment, du savoir, et aussi la question de la place des encadrants. Comment un moniteur d'atelier qui est là pour encadrer un travail peut être également formateur, comment tout ça tourne, et quelle est la place aussi des usagers par rapport à cette création d'un plan de formation. Autre situation, en fin de compte, quand je parlais, mon titre c'était formateur, le formateur et le réel, c'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi former sans connaître le travail. Et que c'était plutôt simple, en fin de compte, de pouvoir former sans connaître le travail. Et notamment dans cette organisation, j'ai eu à intervenir auprès d'une entreprise d'insertion, notamment une entreprise d'insertion qui employait des femmes de ménage à domicile. Et donc là, ce que m'aurait appris le travail réel, en fin de compte, par rapport à ce programme de formation, c'est que dans cette institution, le client était rarement présent quand les personnes travaillaient, sauf que moi, mon module de formation était lié à la présence du client, et que l'entreprise était théoriquement le relais entre les salariés et le client. Je dis bien théoriquement, mais des fois, il y avait des messages, et on était avec une population en situation d'illettrisme, donc comment se transmet la consigne quand l'écrit ne peut pas être le support, en fin de compte, à la transmission. La question aussi des déplacements.
on intervient de telle heure à telle heure chez un client, il y a tant de temps de déplacement, mais peut-être que ça ne coïncide pas tout à fait. Il peut y avoir un retard de bus, des choses qui font que comment tout ça fonctionne. Et en fin de compte, la question à laquelle j'en suis arrivé, les questions, c'est quels sont les effets donc, quand le travail réel n'est pas pris en compte dans la formation. Donc, a priori, un manque du côté quand même des situations de travail, mais par contre aussi des évaluations positives. Donc, ce qui me fait toujours penser à cette question, quand on évalue une formation, qu'est-ce qu'on évalue? Parce que moi, toutes mes évaluations ont toujours été positives. Est-ce qu'on évalue l'ambiance? Parce que aussi, je pense qu'on s'est posé les questions pour avoir des financements. Enfin, concrètement, on s'est posé les questions qui nous arrangent. Qu'est-ce qu'on évalue? Oui, est-ce qu'on a une ambiance, une animation, un contenu de formation? Et comment, après, on retranscrit tout ça? Et comment on peut prendre appui aussi sur ça pour continuer le travail? Ça m'a fait penser aussi ce matin à l'intervention en fin de matinée sur les bilans lors des formations suivies, puisque, outre que formateur, j'étais aussi apprenant à des moments, et que je trouvais toujours un peu dommage et toujours questionnant en fin de formation de dire c'est super intéressant ce que l'on a appris, mais on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Donc c'est bien, on a des concepts, on a des choses, mais en fin de compte, on revient dans une situation qui peut même en être dégradée à un moment parce qu'on sait qu'on pourrait faire autrement, mais on ne sait pas comment faire. Donc là, voilà toutes les questions qui m'ont un peu guidé par rapport à ça. Formation, ergonomie, donc j'ai inventé un mot par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc cette question de ergo-formateur, c'est la place d'une certaine ergonomie. Alors qu'est-ce que l'ergonomie? Comme support à la formation. Donc l'utilisation des concepts. C'est-à-dire aussi que les concepts, on peut les utiliser, comme quand on dispense une formation, on peut les utiliser, je pense, de façon hors sol, sans forcément de lien aussi avec le travail, avec l'activité que l'on y voit. Donc, avant le Master 1, lecture sur des notions d'ergonomie, donc comprendre le travail pour le transformer. Je l'ai lu en long, en large, sans forcément comprendre, parce qu'il y a derrière, s'il n'y a pas de contact avec le terrain, c'est quelque chose de très conceptuel. Mais par contre, une notion qui m'a tout de suite tilté, qui était la notion de travail prescrit, travail réel. Et là, je me suis dit, dans mon parcours, parce qu'il y a eu des moments de formateur, d'autres moments où j'étais sur d'autres fonctions, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé travail prescrit, travail réel. Et donc, j'ai été sollicité à ce moment-là, quelques semaines avant d'entrer en formation d'ergonome, formateur des multiplicateurs pour un logiciel qui a été créé en tenant compte de la réalité du travail des conseillers dans le champ de l'insertion professionnelle. Et donc, ce qui représentait pour moi vraiment la mise à l'épreuve de l'ergonomie et de la formation avant de pouvoir entrer dans mon parcours de formation. Mais en fin de compte, et donc pour la petite histoire, j'ai été formé quelques semaines ou quelques jours avant mes premiers modules de formation que je devais animer. Et donc, n'étant pas très technique sur le logiciel, ma semaine de formation, j'ai surtout passé à comprendre le logiciel pour me dire que les 12 groupes que j'allais avoir, après, je suis en mesure de faire face par rapport aux différentes questions techniques qui allaient forcément se poser. Et en espérant à des moments qu'il y ait des bugs techniques, comme ça m'a permettait de pouvoir réajuster mon intervention. En fin de compte, le support pédagogique a été construit. Donc moi, mon travail, c'était un travail d'application. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte dès les premières minutes de la première journée, quand on demande les attentes aux stagiaires, que ce qu'ils demandent, je ne vais pas pouvoir forcément bien y répondre. Parce qu'en fin de compte, on se présente sur une... On a un scénario, en fin de compte, qui ne se présente jamais, voire rarement. Enfin, qui ne se présente jamais. Parce que là, par exemple, l'usager, c'était une vidéo où on avait un jeune qui venait dans la structure, et là, le jeune, dans cette vidéo, comprend tout ce qu'on lui demande et tout ce qu'on lui dit. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est diplômé, donc ce qui n'est pas le cas, dans ce qu'on rencontre, ou rarement le cas. Il accepte toutes les propositions sans y revenir. Il est présent au rendez-vous et à l'heure. Et il n'a pas de problématique sociale périphérique, sauf que la réalité du travail, c'est la mobilité, c'est la santé, c'est le logement, les ressources, relations avec les autres. En fin de compte, que la question de travail est la porte d'entrée, mais que les problématiques sont bien périphériques. Et le professionnel, quant à lui, il a les solutions qui coïncident dans des échéances courtes, c'est-à-dire qu'entre la demande de l'usager, le conseiller dans la vidéo avait forcément la réponse dans les 8-15 jours, sauf que la réalité, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an après. Qu'il n'est pas interrompu, qu'il n'y a pas d'appel téléphonique, qu'il est forcément concentré. Et donc la question qui se pose derrière ça, c'est quelle est l'utilisation en fin de compte du logiciel par rapport au travail réel, alors qu'il nous est vendu, qu'il a été vendu au départ comme prenant appui sur la réalité du travail, donc une certaine plutôt interprétation,
et que cet outil d'aide qui a été proposé à des équipes comme un outil d'aide est plutôt devenu un outil de reporting, donc n'ayant plus la place dans l'activité. Avec aussi un travail, et ça je m'en suis rendu compte parce que dans le cadre de ma formation, je suis revenu de temps en temps dans mon ancienne structure, un travail de ressaisie nécessaire, parce que tout le monde ne ressaisissait pas de la même façon, et donc ce qui implique qu'il y avait une non-qualité qui se produisait, avec des risques financiers, puisque certains types de contrats n'étaient pas saisis, donc ça voulait dire que la structure n'était pas performante, donc ce qui sous-entend que les financements pour les années à venir peuvent être remis en question. Et donc après, en y réfléchissant, donc ça c'est une idée qui m'est venue hier soir, c'est qu'on est, en fin de compte, cet outil a été créé pour homogénéiser la pratique de 440 structures qui ne travaillent pas ensemble. Donc, enfin, qui ont des pratiques qui peuvent être différentes et qui en même temps, c'est ce qui fait la richesse du métier, de pouvoir travailler par rapport à un territoire et par rapport à des problématiques. Donc de l'ergo-formateur au formateur parlant de l'ergonomie, c'est-à-dire depuis que je suis diplômé, donc sollicité pour une intervention auprès de Café Ruisse, donc c'est les formations de cadre du médico-social. Et donc là, suite à la demande de la responsable de formation, qui pour elle, il était important de pouvoir sensibiliser les futurs cadres du social aux notions de, en fin de compte, d'ergonomie, d'activité. Et donc, ce que là, par rapport à cette formation, est-ce que j'étais dans du gavage? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été une question de savoir qu'est-ce que l'ergonomie, qu'est-ce que le métier d'ergonome, et comment l'ergonomie et l'ergonome peuvent être ressources, des fois, dans les établissements du sanitaire, social et médico-social. C'est-à-dire que l'ergonomie n'est pas que du geste et posture, a priori. Et donc, en abordant la question d'activité. Donc, au fur et à mesure de cette intervention, c'est en fin de compte comment ergonome, formateur, ergo-formateur, aujourd'hui création d'entreprise, en fin de compte, c'est là où ça a été mon déclic, c'est que j'ai découvert qu'il y avait toute une offre de formation qui utilisait le vocabulaire santé-performance. C'est qu'on nous parle beaucoup ergonomie, santé-performance, mais beaucoup de gens parlent de santé et de performance avec des offres de formation. Et donc, par rapport à ma posture, c'est est-ce qu'il y a besoin de faire une dichotomie entre formateur et ergonome? Pas si sûr que ça. Et est-ce qu'à un moment, la formation ne peut pas nourrir l'ergonomie et vice-versa, l'ergonomie, la formation dans la perception que je peux en avoir? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis plutôt ergonome utilisant la formation comme ressource potentielle au développement. Et ce qui implique aussi une posture, je pense, et ça on pourra en parler, c'est-à-dire sollicité pour une intervention de formation que j'ai refusée sur certaines conditions parce que les conditions pour moi n'étaient pas remplies, notamment il n'y avait pas d'activité. Aujourd'hui, je mène des réflexions par rapport à la FEST, les actions de formation en situation de travail. Donc là, j'ai lancé des échanges avec des ingénieurs de formation. Comment on se positionne? C'est quoi, en fin de compte? Des débats, des fois un peu contradictoires. Est-ce que la FEST, c'est le tutorat qui serait dans cette dynamique? Question qui m'interpelle, puisque qu'est-ce que le tutorat? Est-ce que le tutorat, c'est de montrer le travail prescrit? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on accompagne? Les axes de vigilance aussi, parce que derrière ça, la formation en situation de travail, c'est peut-être une question de coût, c'est peut-être un petit peu moins cher. Comment ça va être interrogé aussi? Comment des syndicats se positionnent en défendant ou non cette pratique? Et aussi, donc, les questions, c'est comment positionner l'ergonomie et l'analyse de l'activité en réponse à des besoins identifiés par le demandeur, et comment être ressource au développement et non solution à un problème identifié par le demandeur. Et donc, ma question initiale, qui était donc de construire une pratique professionnelle entre ergonome, ergo-formateur et formateur en ergonomie, serait peut-être aujourd'hui plutôt de construire une pratique professionnelle d'ergonome utilisant la formation comme ressource au développement. Voilà. Alors, ma proposition que les 3 communicants ont acceptée, c'est qu'on enchaîne les 3 présentations, ce qui donnera un temps d'échange. Donc on va donner maintenant la parole à Valérie Le Gall. Bonjour, je suis Valérie Le Gall. Je suis ergonome au sein du groupe Laïta, qui est une coopérative laitière basée dans le Grand Ouest. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui est issu de mon terrain de l'année dernière pour le Master 2, que j'ai réalisé sur un des sites du groupe Laïta. Donc tout d'abord le contexte.
Le site sur lequel j'interviens possède un atelier de séchage de poudre de lait qui est doté de 2 installations de séchage. Et au moment où moi j'arrive sur le site, il vient d'avoir une nouvelle installation de séchage qui vient de se construire. Ce qui fait que pour l'atelier de séchage préexistant, c'est une grande phase de transition, puisqu'à l'origine, cet atelier comprenait un effectif de 11 conducteurs titulaires. Et que quand moi j'arrive, il y a 7 conducteurs titulaires et 8 conducteurs polyvalents qui doivent intervenir sur les 2 ateliers, dont 6 novices. Et que ce qui est prévu dans le futur, c'est qu'il n'y ait plus de polyvalence et que chaque atelier se retrouve avec un effectif bien dédié. Le projet est alors une nouvelle organisation pour l'atelier existant, car la conduite des 2 installations se fait par équipe de 2 conducteurs en 3-8, 7-7, et que ce qui est souhaité, c'est de basculer à une conduite à un seul conducteur en 3-8, 7-7. On me fait de ce fait la demande initiale suivante, qui est de recenser les activités qui ne sont pas ou sont difficilement réalisables en étant un seul conducteur par quart, et de recenser les situations qui inquiètent les conducteurs s'ils doivent les réaliser seuls. En gros, on me demande de faire une liste de tâches. De mon analyse de la demande, j'identifie différents enjeux. Des enjeux pour l'entreprise, qui est bien évidemment produire, mais également de pérenniser leurs conducteurs au poste parce qu'ils ont des difficultés de recrutement. Les enjeux du projet, qui est d'avoir un effectif qui réponde aux besoins de la production, mais à tous les autres besoins qui sont annexes. Et les enjeux de l'intervention, qui est pour moi de préserver le collectif de travail existant, favoriser une organisation avec les conducteurs et de tenir compte de l'activité réelle de travail. Du coup, je propose une reformulation de la demande suivante. Je propose de décrire l'organisation réelle du travail pour déterminer des repères et les besoins des conducteurs afin de concevoir, avec les acteurs concernés, une organisation future de travail qui tienne compte des volumes de production, de la préservation de la santé des conducteurs, du développement de leurs compétences et de la performance de l'atelier. Ce que je vais vous présenter ici maintenant, c'est uniquement la partie du diagnostic qui est axée sur la transmission des savoirs. Donc, j'ai réalisé une étude des plannings des conducteurs sur les 11 années précédentes, ce qui m'a permis de voir que la période d'intégration au sein de l'atelier a été quasiment réduite de 50% en quelques années, puisqu'en 2007, c'était 22 semaines, et en 2016, on n'est plus qu'à 12 semaines. Que cette période où le conducteur novice arrive est dans un binôme, ce qui en fait un trinôme, au départ se passait dans une rotation dans les différentes équipes et que progressivement, on est arrivé sur une intégration dans une équipe fixe, ce qui rejoint ce qui nous a été présenté par Jeanne ce matin. Et de plus, quand le novice est prêt à être conducteur et qu'il passe dans une équipe fixe, au départ, il y restait pendant de nombreuses années. En 2006 et 2011, il reste à peu près 8 ans dans un binôme. Et qu'au fil du temps, on est arrivé en 2017 à être sur une rotation des équipes hebdomadaires. Je réalise aussi des entretiens au poste avec les conducteurs, des observations systématiques de l'activité de formation. Et je comprends que l'apprentissage de la conduite d'installation, c'est un long processus. Et si je cite un des conducteurs polyvalents qui me dit « Moi, ça fait déjà 2 ans que je suis là et pour autant, j'ai toujours pas vu le grand nettoyage. » Donc en 2 ans, il n'a toujours pas tout vu. Que ça se fait au jour le jour, cette transmission, et selon les situations qui se présentent. Donc en gros, on ne peut pas trop prévoir ce qu'on va montrer aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Qu'elle se fait dans le travail et par le travail. Elle se fait dans le travail parce que l'expérimenté, lui, fait aussi en même temps son travail, et par le travail parce que de temps en temps, quand il peut, il laisse le novice faire le travail. Que cette transmission, elle n'est pas visible, on ne peut pas le voir. Qu'elle se fait également par le croisement des pratiques entre les conducteurs et par des échanges sur les incidents rencontrés, et ce, notamment, moi je l'ai vu lors des relèves de car, où les conducteurs présentent aux conducteurs de relève tous les incidents qu'ils ont pu rencontrer. Ils décrivent également comment ils ont fait pour les gérer, et entre eux échangent et débattent sur est-ce que c'était la bonne solution ou est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Je présente mon diagnostic au porteur de la demande. Donc mon diagnostic était plus large que sur la transmission des savoirs.
Certains axes sont bien pris en compte et permettent de travailler sur le maintien des équipes de 2 conducteurs sur les quarts de nuit et de dimanche, également sur la création d'un poste d'assistance de conduite sur la journée, et du coup une répartition des tâches totalement différentes en fonction de cette organisation. Par contre, sur tout ce qui concerne la transmission des savoirs, je me heurte à un gros refus et à une grosse opposition, puisque j'étais en opposition justement avec leur représentation. Moi, je présentais cette évolution plutôt comme une perte de la transmission des savoir-faire, et les porteurs de la demande, eux, étaient plutôt sur le gain de temps en doublon, qui était un gain financier et donc une atteinte d'objectifs des coûts de production. Quelque temps après, je me pose quand même toujours des questions sur pourquoi ce refus ? Pourquoi est-ce que ça me semblait, moi, très crédible, ce que je montrais ? Alors, est-ce que c'est parce que j'étais seulement en contradiction avec leurs attentes ? Est-ce que c'est parce que je suis positionnée au sein d'un service de prévention et combattant uniquement sur la santé et la sécurité ? Est-ce parce que la représentation en interne de l'ergonomie, on me pose souvent des questions sur le port de charge et sur les postures, mais jamais sur les compétences ? Ou est-ce tout simplement moi-même qui ne me sens pas très légitime sur cette notion de compétence ? Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie. On va donc écouter Noëlla Debord et ensuite on ouvrira le temps des questions avec la salle. Donc, bonjour à tous. Merci à Gaëtan de nous avoir coachés tous les 3 pour cette présentation aujourd'hui. Merci à Christophe de nous avoir invités. Et parce que j'ai peur d'oublier, je veux remercier Héloïse et aussi Eric qui ont été... Héloïse a été ma tutrice en master première année. Et tous les 2 étaient à mon jury et m'ont fortement poussé à continuer le master. Donc je ne serais pas là sans eux aujourd'hui, j'ose le dire. Une journée où on parle de formation, c'est important, je pense. Alors moi, le sujet, c'est installer l'ergonomie en interne entre structuration, pédagogie et négociation. L'interne, c'est quoi ? C'est où ? C'est l'entreprise Fleury-Michon, où je travaille depuis bientôt 25 ans. J'ai commencé donc, entreprise agroalimentaire familiale indépendante, créée en 1905. Il y a 15 sites de production, dont 10 en France, où je suis plus particulièrement appelée, pour le moment, et qui représente 3000 salariés. Alors, mes premiers pas dans le monde professionnel, donc je suis rentrée en 1994. J'ai intégré le site logistique, puisque j'ai une formation de base de logisticienne, tout d'abord en stage. Et dès mes premiers pas, en fait, j'ai touché du doigt des notions telles que réduction des déplacements, gain de temps, amélioration des conditions de travail des salariés. En fait, un équilibre santé-performance qui va me poursuivre. Finalement, après coup, je me dis que j'ai peut-être recherché tout au long de ma carrière professionnelle, à travers différents postes. J'ai fait des postes techniques, j'ai fait du management, de la RH, de l'amélioration continue, de la sécurité, un peu de tout, et différentes missions. Tout ça au sein du site logistique. J'ai également eu une formation en continu depuis 1994. Je ne les ai pas toutes citées parce que j'en ai eu beaucoup. Enfin, je remercie aussi l'entreprise parce que ce n'est pas forcément le cas partout. Jusqu'au master ergonomie qui m'a été proposé par l'entreprise et que j'ai commencé en 2015 et fini en 2018. Je l'ai fait sur 3 ans. Et du coup, comment je deviens acteur ergonomique ? D'un projet mené au sein de la logistique vers une proposition de poste d'ergonome. C'est un peu raccourci, mais bon. Le projet en question, je l'avais intitulé « Prudente attitude ». Il était un peu novateur dans l'entreprise, de par son approche. En fait, je ne pars pas du prescrit, mais de ce que vivent réellement les salariés sur le terrain en les impliquant. Alors l'implication, on sait faire, mais partir d'une page blanche en se disant on ne part pas du prescrit, mais voilà, au quotidien, qu'est-ce que vous vivez réellement ? Ça, c'était du coup plutôt novateur, et ça a bousculé un petit peu. Mon fil rouge, c'était c'est celui qui fait, qui sait. Et sans vraiment mettre de mots dessus à l'époque, je deviens acteur ergonomique.
Et en 2015, la direction décide d'ouvrir un poste d'ergonome pour le groupe et me le propose. Alors pourquoi cette période ? C'est qu'on avait un médecin du travail qui est parti à la retraite, qui a travaillé 38 ans à Fleury-Michon, et qui était également ergonome plutôt human factor. La construction, la structuration, du coup, de l'ergonomie à Fleury-Michon, donc initialement inscrite en certificat de compétences par crainte de ne pas y arriver. Je poursuis finalement donc, sur le master que j'obtiens en octobre 2018. Et là, plusieurs interrogations donc, se bousculent dans ma tête. Comment je m'organise ? Comment je fais pour répondre à toutes les demandes ? Comment je fais connaître le métier ? Comment je fais évoluer l'image que certains ont du métier, de par l'empreinte laissée aussi par l'ancien médecin ergonome ? Dois-je porter seul l'ergonomie ? 3000 salariés quand même, 10 sites. Dois-je informer ou former en interne ? À qui ? Qui ? À quoi ? De quels outils je dispose pour le faire ? Dois-je faire appel à des prestataires externes ? Dois-je recruter ? J'en passe. Et aussi, l'entreprise est-elle prête en fait, à cela et à entendre cela ? Finalement, comment j'installe l'ergonomie à Fleury-Michon ? La structure du groupe, alors dans les très grandes lignes, il y a 3 pôles. Le pôle libre-service, sur lequel j'interviens, avec le service QSE auquel je suis rattachée, tous les sites de production qui sont composés d'un directeur, un bureau d'études qui est raccroché du coup aussi au pôle, et un médecin du travail. Sur chaque site de production, il y a un responsable ou un animateur sécurité. Et il y a également un chef de projet engineering qui est rattaché au bureau d'études groupe, un infirmier ou une infirmière rattaché au médecin du travail. Et nous, service QSE, on vient en fait en support de tout le monde. Voilà, on est plutôt au service support. Et le médecin du travail, dont je vous ai dit 2 mots tout à l'heure, où finalement on a changé suite au départ en retraite donc, de notre autre médecin. Alors, pour répondre à toutes les demandes et structurer tout cela, je recherche un peu des situations de référence. J'interroge des ergonomes internes qui ont installé l'ergonomie. Je me souviens avoir eu Émilie Nguyen, également Didier Lafont, sur les conseils d'Héloïse. Également dans la littérature, et notamment les groupes ergo, un outil pour prévenir les lésions musculo-squelettiques associées au travail répétitif. Mais à Fleury-Michon, il y a plus de 200 projets sur l'ensemble du groupe, sans compter les demandes que j'ose appeler de correction. Et là, comment choisir ? Comment prioriser et sur quels critères ? Et ça tombe bien, c'est ce que me demande mon chef. Comment tu priorises et sur quels critères ? Je ne sais pas. Donc, j'y travaille, je chemine. Et puis, cette lecture-là que j'ai faite, je me dis finalement, ces groupes ergo, c'est peut-être pas une mauvaise idée. J'en discute avec le médecin du travail et il est à 200% avec moi. Il me dit, c'est évident, tu ne pourras jamais porter l'ergonomie toute seule. Donc, moi, je t'appuie et on essaie de monter un groupe de pilotage, qu'importe le nom. Et finalement, ça porte le nom de commission ergonomie. J'arrive à convaincre mon responsable de mettre ça en place. La première réunion a eu lieu il y a 2 mois, donc c'est encore tout frais. Composé donc d'une équipe pluridisciplinaire, avec donc le médecin du travail, le responsable QSE, donc mon responsable, le bureau d'études groupe, le responsable des ressources humaines, et qui viendront de manière, un tour de rôle, le directeur de site et infirmière des sites. Son rôle, c'est le rôle de la commission, donc décider d'une intervention ou non, en tous les cas, de se dire, est-ce que, au regard des critères, on a défini des critères ensemble, dont les moyens, les délais, les enjeux, est-ce que oui ou non on y va ? Si on y va, finalement, de quelles ressources on a besoin et est-ce que Noëlla, toute seule, peut y arriver ? Ou alors, est-ce qu'on fait appel à stagiaire ? J'ai Maxime qui est actuellement dans un des sites. Merci Maxime. Est-ce qu'on fait appel à contrat pro, à prestations externes ? Est-ce que je forme en interne ? Donc là, j'avais commencé à ouvrir un peu la possibilité d'ouvrir et de former en interne. Ça a plutôt été bien accueilli, donc j'en suis bien heureuse. Et puis également de partager sur les interventions, de faire connaître les actions mises en place, et également de partager et de valider les communications autour du métier d'ergonome.
entre autres de faire connaître le métier. Informer en impliquant, quand je dis faire connaître le métier, en fait, au cours des différentes interventions ergonomiques, en embarquant les acteurs de l'entreprise, finalement, je me rends compte que je ne les forme pas, évidemment, mais je les informe déjà. Que ce soit au travers des propositions d'intervention ergonomique, que je me force à faire, même si je suis en interne, et finalement, elles me servent tout au long de mon intervention, et c'est un super outil pédagogique. Lors des observations, lors des entretiens, lors des groupes de travail et les simulations, lors des validations et de restitutions de diagnostics. En fait, ce sont autant de moments où je transmets des éléments sur la démarche ergonomique, sur la manière de regarder le travail en ergonomie et d'en rendre compte. Et parfois, je suis surprise du coup des retours qu'ils me font et des premiers réflexes qu'ils arrivent à acquérir. Donc maintenant, le chemin est loin d'être terminé. Je sais que je peux et je vais profiter des instances existantes pour parler encore du métier, que ce soit des réunions transversales avec le bureau d'études, avec les responsables sécurité des sites, avec les directeurs de sites, avec les CHSCT encore existants. Ça va se transformer. Il y a également une vidéo qui est programmée donc à la fin du mois là, on a un service communication interne pour, de manière très succincte, mais déjà expliquer les différentes étapes d'une intervention ergonomique en s'appuyant sur celle que j'ai réalisée dans le cadre de ma 2e année de master. Tout ça pour aussi donner de la consistance au métier, enfin, montrer ce que peut apporter l'ergonomie pour demain pouvoir avoir en tous les cas un maximum de poids pour négocier d'autres acteurs ergonomiques au sein de l'entreprise. Et je terminerai par une phrase dans Ergonomie, concept et méthode, donc Rabardel. Il est impossible qu'un ergonome soit présent dans chaque situation où se joue l'adaptation du travail à l'homme. La diffusion d'une partie du savoir ergonomique aux acteurs de ces situations afin qu'ils puissent intervenir d'un point de vue ergonomique est une réponse à ce problème. J'espère que ça répondra au mien, en tous les cas. Voilà. J'aurais aussi pu dire, ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais bon. Merci de votre attention.